Bonjour à tous, merci d'être présent. Donc, je suis Philippe Martin, je suis directeur de la rédaction de la revue Région Magazine, qui n'est pas une revue de cybersécurité, mais une revue qui, comme son nom l'indique, parle des régions. Mais comme vous le savez, les régions sont de plus en plus impliquées dans la cybersécurité, le combat contre la cyberdélinquance, quand elles ne sont pas elles-mêmes cyberattaquées. Et on en parlera après. Au cours de l'année écoulée, 123 collectivités ont subi une cyberattaque, d'après les chiffres de l'association Déclic. À mon avis, c'est plus, parce que ça repose sur du déclaratif, donc tout le monde ne le dit pas. 5 régions, 9 départements, 31 agglomérations, 78 mairies, et je vous passe les 36 hôpitaux, casernes de pompiers, etc. Des attaques qui affectent les services de paix, la gestion de l'état civil, le versement des prestations sociales. Moi, il se trouve que j'habite à Lille, je suis un ch'ti. Actuellement, la ville de Lille fait l'objet d'une cyberattaque qui dure depuis le 1er mars. D'après les chiffres qui ont été fournis par Madame Aubry la semaine dernière, 3500 ordinateurs sont à l'arrêt. Ils ne fonctionnent toujours pas, pratiquement pas. Presque 2% des données de la ville ont été publiées sur le dark web. On a notamment publié le fichier paye avec les adresses mail et les RIB de l'ensemble des agents municipaux et des élus, ce qui est très désagréable. La ville ne paye plus ses agents depuis le 1er mars. Donc la direction régionale des finances publiques a pris le relais. On n'a pas de retour prévu avant septembre, au minimum. Le paiement des cantines est suspendu depuis le 1er mars. Nous, aux piscines municipales de Lille, on ne paye plus, c'est gratuit, puisqu'ils ne peuvent plus encaisser les coûts. Pour l'instant, la ville a estimé l'attaque à 1 million d'euros, sans parler de rançon, etc. Et hors dépenses de personnel supplémentaires, ce qui veut dire beaucoup. Donc, dans notre prochain numéro de Région Magazine, on va faire une petite enquête là-dessus. On donne la parole notamment aux représentants de la région Normandie, qui a subi une cyberattaque le 9 décembre, et qui explique comment elle a fait face. À la collectivité européenne d'Alsace, à Strasbourg, qui a subi le même sort le 28 septembre. Et puis, on fait un petit point aussi sur ce qu'ont mis en place les régions. C'est un peu notre ADN quand même, en matière de cybercampus, en matière de centres régionaux de réponse à incidents cyber. Mais comme vous le savez, il y a de grandes disparités entre les petites, les moyennes, les grandes collectivités. Donc, on va essayer de répondre à pas mal de questions aujourd'hui. Comment on peut capitaliser sur l'expérience de toutes ces collectivités victimes? Comment on peut mutualiser les différents niveaux de réponse? Comment on peut assurer la sensibilisation des agents? Parce que si les agents ne sont pas prêts à faire face, c'est plus compliqué. Comment on peut aider les collectivités à choisir les bonnes solutions technologiques et prestataires de services performants et de confiance? Apparemment, ils ne sont pas tous. Alors, pour répondre à toutes ces questions, on va donc avoir dans l'ordre, vous les voyez, Mathieu Isaya, qui est directeur général de The Green Bow et qui est président et cofondateur d'une association qui s'appelle l'Association des communes cyberdynamiques. Cyril Bras, qui est directeur cybersécurité chez Waller, qui a mis en place une plateforme collaborative souveraine qui s'appelle Secnum Cloud, c'est ça? Ah, c'est la qualification, oui, pardon. Mais qui avant était responsable sécurité et services d'information de la ville de Grenoble et de la métropole de Grenoble, Albe Métropole, grande métropole de 400 000 habitants. Il nous dira peut-être en quelques mots les moyens dont il disposait pour faire face aux cyberattaques. Le général François Degèse, qui est général de brigade, directeur des opérations, directeur de sécurité, cybersécurité à l'Agence nationale à l'ANSSI, de sécurité des systèmes d'information. Et donc le dernier est venu, je ne trouve plus sa fiche, Denis Mottier, qui est chargé de mission sécurité, prévention, délinquance à l'Association des maires de France. Je vais commencer par le plus haut gradé, si j'ose dire, le général François Degèse. Je voudrais savoir que vous nous disiez en quelques mots quel est le rôle de votre direction dans le grand ensemble national de la cybersécurité et comment vous travaillez déjà avec les territoires. Bonjour à tous. Je rejoins l'ANSSI il y a à peu près 18 mois pour prendre la division coordination territoriale. Alors, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de cybersécurité, c'est l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui, pour au moins la moitié de ses effectifs, s'occupe de tout ce qui est réponse aux incidents. C'est les gens que vous voyez jamais, les geeks qui sont projetés en appui des systèmes critiques. Il y en a un certain nombre qui sont actuellement en train d'aider la communauté de Martinique. Vous avez, sur la moitié restante, vous avez une grosse moitié qui sont les experts, tous les labos, ceux qui fournissent toute l'expertise technique de très haut niveau. Et puis, vous avez un certain nombre de petites structures qui s'occupent d'accompagner les bénéficiaires de l'ANSSI. Alors, les bénéficiaires, ce sont les systèmes critiques qui sont regroupés et organisés de manière sectorielle, les secteurs d'activité d'importance vitale, ça parle peut-être à certains d'entre vous.
les opérateurs de services essentiels qui ont été institués après la première directive européenne NIS 1. Et puis, il y a tout le reste, tous ceux qui ne sont pas régulés, qui ne sont pas donc soumis à une réglementation en termes de conformité et de protection réglementaire, les PME, TPE, collectivités, associations, etc., qui sont dans les territoires. Et l'ANSSI les a pris en compte de deux manières. D'abord, lorsque l'ANSSI a créé et incubé la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, qui s'occupe, qui est une plateforme technique, hein, qui procure de l'assistance en ligne et puis des conseils. Il y a une plateforme technique en priorité au profit de tous les individuels et puis ceux qui ont pas forcément de grosses structures et de compétences informatiques en interne. Et puis, il y a donc le deuxième dispositif qui a été créé, c'est l'ANSSI a déployé dans les territoires des délégués régionaux, 1 à 2 par territoire, y compris les Outre-mer, et c'est la structure que je pilote. Et que fait cette structure? Elle est d'une part chargée de sentir les territoires, de remonter les préoccupations de cybersécurité de manière à les apporter à tous les structures centrales. Mon voisin de droite sait à quoi je fais allusion, mais l'ANSSI a aidé les RSSI de collectivités à se structurer en association de manière à pouvoir partager des expériences et être aussi plus fort et plus conséquent lorsqu'il s'agit de discuter vis-à-vis des éditeurs spécialisés. Mais l'ANSSI est aussi, les délégués régionaux sont aussi dans les territoires des gens qui sont là pour prolonger l'action de l'agence, l'action soit en direction des centres de formation, soit en direction des écosystèmes cyber, de manière à ce qu'ils se rapprochent des dispositifs de certification, de qualification. Et puis, dernier point, les délégués sont aussi là pour aider à la mise en place de toutes les politiques régionales d'appui à la cybersécurité. En gros, faire en sorte que la prévention du risque numérique ne soit pas simplement un sujet de colloque, mais bien un sujet pris en compte par tous les responsables. Juste pour préciser, il y a combien de délégués régionaux par région? C'est un délégué ou c'est 1 à 2. 1 à 2. 1 à 2. C'est par région de programme. À 2 par région, et il y en a actuellement qui s'occupent des Outre-mer. D'accord. Merci. Je voudrais maintenant donner la parole à votre voisin de droite, Cyril Bras, parce que j'ai noté un certain nombre de phrases quand on a préparé ensemble, et la vôtre, c'était faire changer des gens qui ne veulent pas changer. Et je voudrais, pour commencer, que vous nous racontiez, parce que j'aime bien partir du concret, moi, votre expérience quand vous étiez à la tête de la cybersécurité de la métropole de Grenoble, une métropole ultra-moderne et donc, je suppose, très branchée cybersécurité. Faut appuyer. Bonjour à tous. Donc oui, que dire 4 ans riches, une expérience riche. Moi, je suis arrivé en 2018 avec vraiment l'idée de faire en sorte que la cybersécurité soit un sujet pris en compte par les collectivités. Et rapidement, j'ai été confronté à une situation qui a plutôt accumulé les dettes techniques, des solutions logicielles qui étaient parfois obsolètes, et une difficulté face à des éditeurs logiciels qui ne voulaient pas changer. Ça, c'est le premier élément. Comme ça m'a un peu perturbé dans le sens où moi, je voulais qu'on soit bon, j'ai commencé à essayer de me rapprocher d'autres RSSI de collectivités pour comparer. Et je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas tout seul dans ce cas-là. Tout le monde avait les mêmes problèmes. Tout le monde était confronté à des éditeurs logiciels qui ne font pas le boulot. Le général en a parlé un petit peu, il y a une vraie volonté de les faire changer. Et puis, le fait de ne pas être entendu. Les RSSI de collectivité, donc j'ai contribué fortement à la création du réseau des RSSI de collectivité. Et ce qui en ressort, comme ça je ne parle pas juste de moi, de mon expérience, mais vraiment d'un point de vue partagé par beaucoup de RSSI, c'est que la plupart ne peuvent pas s'adresser aux directeurs généraux, ne peuvent pas s'adresser aux élus. Donc comment vous voulez faire progresser les choses si on vous empêche de parler? Donc moi, ce qui ressort, enfin ce qui m'a vraiment frustré au long de ces 4 années, c'est l'incapacité à pouvoir communiquer et à pouvoir vraiment faire un état des lieux sur la situation pour qu'on progresse correctement. Et avec du succès? Ah oui, le réseau des RSSI, oui, il a du succès. Je parlais de Grenoble, moi, avant que vous partiez. Non, la situation n'est pas identique. Entre le moment où je suis arrivé et le moment où je suis parti, il y a eu des progrès, mais pas suffisamment à mon goût.
Merci. Ouais. Je précise, on est dans une phase de constat hein, pour le moment. On va faire le tour comme ça. À un moment, si vous donnerez la parole, si vous avez des questions, ainsi que ceux qui suivent en distanciel. Après, on essaiera peut-être de parler un peu de remèdes. Sur les constats, Mathieu Isaïa, moi, la phrase que j'ai retenue de votre part, c'est comme des lapins dans les phares d'une voiture. J'ai trouvé ça assez drôle. Et vous parliez là des communes ou des collectivités qui sont un peu égarées quand elles se trouvent en phase d'attaque ou quand elles doivent les préparer. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association des communes cyberdynamiques? En fait, je reviendrai après sur cette expression. La genèse de la création de l'association, c'est clairement une volonté d'accompagner les collectivités, les élus, à faire le premier pas. Et une démarche plutôt valorisante et positive, parce que c'est vrai que le sujet de la cybersécurité, je me mets à la place de certains élus, il est souvent appréhendé, approché d'une manière un petit peu anxiogène ou toxique, et d'où un peu ce sujet des lapins dans les phares d'une voiture, parce que je suis élu, on me dit attention, protège-toi, tu vas te faire attaquer, et puis une fois le stade de la prise de conscience ou de l'acceptation qu'il faut faire quelque chose, c'est je fais quoi? Je sollicite qui? Ça va me coûter combien? Voilà, je n'ai pas forcément les ressources, je n'ai pas forcément un RSSI. Est-ce que je peux trouver un accompagnement sur le sujet? Et du coup, on est parti sur une initiative un peu citoyenne au sein de la Cyber Task Force. Hein, on s'est dit il y a presque 2 ans maintenant qu'il y avait peut-être une façon positive basée sur la valorisation. Et la mission de l'association, c'est de valoriser les engagements cyber-responsables. Comme aujourd'hui, on valorise, pas nous, mais les engagements éco-responsables des collectivités. On l'a bien vu depuis un peu plus d'1 an maintenant avec la crise énergétique qu'on a vécue. Je ne pense pas qu'il reste beaucoup de communes qui n'aient fait aucune action éco-responsable au niveau de la gestion de son énergie, que ce soit les éclairages des villes, les consommations, etc. Et nous, en fait, on se met un peu dans cette démarche de dire on ne peut plus ne pas bouger, en fait. Mais comment est-ce qu'on peut faire si on commence à mettre en place un plan d'action, eh bien on peut le valoriser, parce que valoriser sa cyber-responsabilité, c'est valoriser l'attractivité de son territoire aussi. Et je passerai sur le fait que c'est quand même aussi une responsabilité de l'élu, et une responsabilité qui peut aller loin, parce qu'elle peut même être pénale, cette responsabilité. Alors, dans les commentaires qui apparaissent, là, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est vrai, mais beaucoup de maires ne se sentent pas concernés pour le moment, ou ça leur passe au-dessus de la tête d'une certaine manière. Elles pensent que ce n'est pas de leur ressort. Denis Mottier, vous êtes à l'Association des maires de France, chargé de mission de sécurité et prévention délinquance. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que les maires se sentent concernés? Est-ce que l'AMF fait un travail de fond pour que les maires se sentent un peu plus concernés? Alors oui, je vais vous répondre oui, puisque l'Association des maires de France mobilise déjà trois organismes en son sein. Le premier, c'est la commission numérique, qui réunit des élus sur la thématique du numérique, et la question de la cybersécurité y a sa part. La commission sécurité et prévention de la délinquance, puisqu'on traite également de tout ce qui est cyberdélinquance et de tout ce qui tourne autour de cela. Et enfin, il y a une détermination du président de l'AMF qui a créé dès l'été dernier un groupe de travail sur les risques et la manière dont les communes peuvent se prémunir des risques, donc en prévention, en réaction et en accompagnement, c'est-à-dire en sortie de crise et en rebond suite à la crise, pour justement, en termes de rétex, ne pas se faire une nouvelle fois avoir sur ce type-là. Donc, il y a tous les risques naturels, mais les risques cyber sont également ciblés. Et ça fait écho d'ailleurs au travail mené par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale sur la résilience, mais j'y reviendrai, puisque la question de la sécurité des territoires du point de vue numérique participe petite commune par petite commune à la résilience de l'ensemble et au fait que la France devient cyber-résiliente, si je peux l'exprimer ainsi. Donc, la question des élus. Les élus sont-ils sensibilisés? Oui. L'AMF y participe-t-elle? Oui, elle est déterminée à le faire avec ses partenaires de l'ANSSI, avec le JPACIMA, donc le groupe d'intérêt public cybermalveillance, avec lequel il a créé un guide. Donc, les maires veulent. On n'a pas une crise de vouloir, on n'a pas une crise de prise de conscience, on a plutôt une crise du pouvoir. Et donc, dans le comment et avec quoi.
Et donc, on pourra y revenir, je pense, au fil de la discussion. Comment vous évaluez la proportion des maires? Parce qu'il y a 35 000 communes, il reste 35 000 communes en France, dont des toutes petites, évidemment, majoritairement des toutes petites, qui se sentent vraiment concernées, alors d'une part, et qui ont vraiment commencé à mettre en place des actions concrètes. Alors, une évaluation stricte, je ne pourrais pas vous la donner, parce qu'il faut, sur 35 000 communes, prendre en compte celles qui ont des moyens déjà dédiés, donc les grandes communes et les communes moyennes qui ont déjà des services qui travaillent là-dessus et qui ont pleine fonction pour le faire au nom de la municipalité. La question, c'est toutes ces petites communes qui constituent pourtant la majorité. Et donc, c'est là qu'on a une nécessaire, si je peux me permettre l'expression, une évangélisation à faire. Pédagogie. Voilà, pour dire aux maires, voilà, il y a quelque chose à faire. Donc, ils en sont conscients. Maintenant, quand ils se retournent, et c'est ce que disait monsieur, c'est-à-dire, OK, moi je veux bien faire, mais je fais comment? Et là, vous avez forcément un frein dans le pouvoir, notamment, le premier, c'est le volet financier. Donc, vous preniez tout à l'heure l'éco-responsabilité. Vous fermez, avec la crise énergétique qu'on vit et l'inflation, vous avez des municipalités qui ont fait le choix de fermer, de couper, par exemple, l'éclairage la nuit. Bon, factuellement, à la fin du mois, vous avez moins X sur votre facture. Donc, l'éco-responsabilité vous permet de faire autre chose et d'économiser. Maintenant, quand vous parler de cybersécurité, c'est plus X. Et ce plus X est un hypothétique dans le cas d'une attaque. Voilà. L'image que je prends souvent, c'est le cambriolage, où vous avez la gendarmerie qui passe régulièrement auprès des administrés en leur disant écoutez, voilà, vous pouvez mettre en place tel ou tel type de protection, vous pouvez faire appel à des prestataires qui vont vous mettre une alarme avec des levées de doute, etc. Puis les gens disent oui, mais c'est 20 €. 20 € par mois. Et puis, en fait, vous revenez un an après, ils ont tout perdu, ils sont effondrés, et ils vous disent, si j'avais su. Bon, donc le système de l'assurance, tout simplement. Hein. Vous payez pendant des années. Exactement. Après, ce qui est embêtant, c'est quand l'assurance ne paye pas le jour où vous avez un problème, mais ça, c'est autre chose. Oui, c'est sûr. J'ai une question là qui passe, alors c'est plutôt pour François Degèse. Un interlocuteur dit beaucoup de communes pensent que tout ce qui est constat relève de l'ANSSI et pas d'elle-même. Est-ce qu'il faudrait peut-être communiquer davantage, j'en sais rien, pour qu'on comprenne bien qui fait quoi? Est-ce que c'est vous qui pouvez faire des constats, des audits, ou est-ce que ce n'est pas du tout de votre mission? Et dans ce cas-là, à qui les communes peuvent-elles s'adresser? Question pas très facile. Il y a un principe constitutionnel en France qui est la libre administration des collectivités territoriales. Une fois qu'on a dit ça, on a quasiment répondu à la question. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises, M. Zoya, le maire est responsable. Par contre, il n'est pas tout seul. Il y a certes des délégués qui sont là, mais c'est un délégué au niveau régional, c'est pas une agence de prestation de services. Pour compléter peut-être cette réponse, ça a été aussi déjà dit, vous avez plusieurs catégories de collectivités. Les collectivités importantes et moyennes qui ont des services et qui ont des moyens qui s'organisent, elles ont à gérer leur dette technique, les attentes des usagers qui veulent du service numérique, et donc on investit plutôt dans le service numérique que de la sécurité, mais cela est globalement en train d'évoluer. Et puis vous avez les 90% des petites collectivités. Cybermalveillance a fait un sondage il y a un peu plus d'un an, je crois, en direction des communes, des petites communes de moins de 3500 habitants, où effectivement le constat est sans appel. La sensibilité est à peine là, et les mesures ne sont pas encore prises. Par contre, vous avez évoqué l'association Déclic. Les communes ne sont pas toutes seules quand même. Moi, j'ai l'association Déclic, pour faire simple, c'est l'association qui regroupe tout ce qu'on appelle les opérateurs publics du service numérique. Donc, historiquement, des anciens opérateurs de réseaux électriques qui, lorsque tout a été développé, sont entrés dans le service numérique, et qui fournissent soit des centrales d'achat, soit du conseil, voire même des services numériques. Et associations qui se vendent comme les DSI des collectivités qui n'en ont pas. C'est un slogan un peu simpliste, mais qui dit bien ce que ça veut dire.
Moi, je crois que ça marche. J'ai quelques exemples en tête localement où lorsque l'OPSN local, le président de l'association départementale des maires, plus le préfet, et tout ça se regroupe et mettent en place des groupes de travail, eh bien, tout doucement se posent en question, se prennent en compte les sujets de sensibilisation des agents, se prennent en compte les sujets de qu'est-ce qu'on mutualise, se prennent en compte les sujets de comment est-ce qu'on sécurise nos données, se prennent en compte les sujets de comment est-ce qu'on mutualise des fonctions RSSI. Et pour aller voir ce qui se passe dans le département, au début, vous savez, ce fameux, j'ai bien aimé cette notion du pouvoir, du vouloir au pouvoir. La sensibilisation est là. Et comment traiter et comment démarrer, c'est tout l'intérêt de ce genre d'initiative, d'aider les gens à démarrer parce qu'ils se disent oui, mais je ne vais pas y arriver. Et puis finalement, la mayonnaise prend. Et puis, on se rend compte que les élus des petites collectivités qui regardaient ça d'un œil différent, eh bien, se rapprochent parce qu'ils voient que ça bouge. Et donc, la mayonnaise est tout doucement en train de prendre. J'ai d'autres exemples en tête, comme d'autres. J'ai une petite maison à la campagne. Je regarde de temps en temps, lorsque je vais faire un tour, la feuille de chou locale, et je me suis rendu compte que, hormis du fait que ma commune est passée en commune nouvelle, donc ça associé à une autre, que dans le dernier bulletin, j'ai vu qu'ils avaient confié toute l'informatique à la Comcom. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui se font. J'ai d'autres exemples en tête où, au niveau d'agglomération, eh bien, l'informatique d'agglomération a complètement été mutualisée. On va revenir sur la mutualisation. Juste avant, Mathieu, juste une question. Un délégué par région, c'est pas peu? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Ouais. Si on attend d'eux, effectivement, du travail, c'est infiniment peu. Attendez, il en faudrait 10 par département. Voilà. Or, globalement, les délégués, c'est des agents de l'État, c'est vos impôts, quoi. Non, ils sont des ambassadeurs, ils sont des sachants, ils sont là pour accompagner les collectivités qui produisent des services. Ils ont été très impliqués dans le plan de relance, ils ont été très impliqués dans la montée en puissance à la fois du CISERT et puis des écosystèmes autour des cybercampus. On est beaucoup plus là pour donner une vision d'ensemble. Et est-ce qu'ils sont, par curiosité, est-ce qu'ils sont beaucoup sollicités? Mon pauvre, j'en aurais 5 par région, leur carnet de balles serait tous pleins. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Mathieu Isaya, pour compléter là-dessus. Oui, je voulais réagir sur la question à distance là, de qui est responsable du constat ou de l'audit. Et la question, je crois, c'était entre la collectivité ou l'ANSSI. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté ou de débat sur qui est responsable. L'ANSSI est une des ressources, fait partie des moyens, mais il y a un certain nombre de dispositifs au-delà de l'ANSSI, au travers de cybermalveillance.gouv.fr. Il y a aussi la gendarmerie, qui, au travers du ComCyberGend, moi je le vois dans les échanges qu'on peut avoir avec les élus, trop peu d'élus sont au courant qu'ils peuvent solliciter la gendarmerie pour faire un diagnostic qui balaye 180 points quand même. Ça, c'est gratuit. Résultat de ce diagnostic, rapport du diagnostic, c'est la matière brute idéale pour commencer à construire son plan d'action. Ça, c'est gratuit. Et beaucoup d'élus le font? Je n'ai pas de statistiques, mais si je fais mes petites statistiques, je pense que 9 fois sur 10, quand j'en parle, j'ai un élu qui découvre ce dispositif. Et on peut continuer un autre exemple, puisqu'on a évoqué la dimension économique. Je pense qu'une des actions, on ne va pas commencer à anticiper les remèdes, mais quand même, un plan de communication et de sensibilisation. Bon, c'est une action qui n'est pas forcément très onéreuse. Cybermalveillance.gouv.fr avec l'AMF a mis en place un guide clé en main pour les collectivités pour mettre en place une campagne de sensibilisation. Ça, c'est clé en main. Denis Mottier, pour compléter là-dessus, peut-être, au niveau de l'AMF. Oui, sur les diagnostics, alors il faut revenir à l'historique. Il y a eu, il y a 1 an et demi, un premier produit sur immunité cyber qui était quelque chose de très simple pour les élus, qui consistait à répondre à une dizaine de questions et en fonction de votre réponse, vous étiez plus ou moins safe en termes de cybersécurité. C'était le premier niveau. Là, il y a une deuxième brique qui a été mise en place, qui est un diagnostic un peu plus fouillé, il me semble qu'il s'appelle Diagonal, et qui a été mis en place il y a
5-6 mois déployé au niveau national et donc qui commence finalement à se développer. Mais au même titre que l'ANSSI dit « j'ai pas assez de personnes », eh bien il faut des gendarmes pour faire ces diagnostics. Et vous n'êtes pas sans savoir que entre les différentes activités, entre les violences intrafamiliales et toutes les autres priorités gouvernementales, eh bien il faut pouvoir caser cela. Donc il faut, pour faire 35 000 communes, il va falloir un peu de temps, et donc laissons le temps à ce dispositif déployé de quelques mois prendre toute sa dimension au niveau local. Donc on en fait la publicité avec l'AMF. Ça a été rappelé lors du dernier congrès. Il y aura également un sujet au prochain congrès. Je vous invite à y venir sur les questions de cybersécurité. Donc voilà, il n'y a pas de. Moi, je souhaitais réagir sur la question des dynamiques locales et la question de comment on trouve des solutions. Ce qui a été dit par l'ANSSI est tout à fait juste. C'est-à-dire que c'est localement qu'on va trouver les dynamiques qui vont permettre de mobiliser. Et le niveau départemental est aujourd'hui, à mon sens, celui qui parle le mieux, avec 3 différents modèles de développement. Le développement d'une réponse au niveau départemental portée exclusivement par le préfet, avec une dynamique qu'il porte avec les différents services de l'État. Deuxièmement, une dynamique élue, collectivité. Et là, on doit avoir comme principe de base la question de la solidarité et le principe de récursivité entre les différents étages de collectivité en partant de la commune jusqu'à la région. Et où finalement un consensus politique se fait. Alors c'est rare, mais ça arrive, où vous avez un alignement commune jusqu'à région avec un certain nombre de budgets et d'initiatives qui sont coordonnés et qui permettent d'atteindre la sensibilisation et la réaction. Et enfin, vous avez ce qui a été développé par l'ANSSI, des dynamiques associatives qui, elles, portent également la solution. Et en fait, c'est à partir de ces 3 grands principes, État, collectivité, association, qu'on arrive, en fonction des réalités locales, à asseoir une réaction cyber adaptée aux besoins. Cyril Bras pour compléter, puis après j'ai une question dans la salle. Et puis une intervention intéressante là, enfin beaucoup d'interventions intéressantes sur le chat. En fait, je voulais réagir sur la comparaison avec les cambriolages. En fait, il y a une dimension qui est particulière avec le cyber, c'est le fait que la géographie, ça compte pas. Donc on peut être une petite commune paumée au milieu de la montagne, on peut être une grosse métropole. Pour l'attaquant, c'est pareil, il ne le voit pas. Lui, ce qu'il voit, c'est une adresse IP. Et pour faire ce lien avec le cambriolage, il faut imaginer qu'à l'heure actuelle, Internet, si toutes vos adresses IP sont des portes. Et vous avez des gens qui essaient constamment d'ouvrir les portes. Alors, il y en a certaines qui sont blindées, qui sont bien protégées. Puis, il y en a d'autres où il n'y a rien. Elles sont ouvertes. Et donc, cette analogie, elle est très bonne. Mais il faut prendre conscience que c'est comme si, dans la vraie vie, vous aviez quelqu'un qui teste votre porte en continu. Et donc, si votre porte, elle n'est pas suffisamment sécurisée, elle est ouverte. François de Geste, juste rappeler la règle des 2-2-2, où on avait parlé au téléphone, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, je pense que là, vous faites allusion à Angers. Oui. Angers, avec le recul, on sait qu'il a fallu que les attaquants ont mis 2 mois pour faire le tour du système d'information. Ensuite, ils ont mis 2 heures pour tout planter. Et la commune a mis 2 ans pour s'en remettre. C'est clair. Bonjour. Bonjour, c'est plutôt un témoignage. En fait, je suis journaliste pour InCyber, mais je vis en Bretagne depuis 2 ans et demi, au bout du monde, c'est-à-dire face à Ouessant et Molène, au Conquet, qui n'est pas une commune a priori super sensible à la cybersécurité. Il y a 2700 habitants et c'est centré sur la pêche et le tourisme. J'ai été voir le maire pour d'autres affaires et en rigolant, je lui ai dit, au fait, monsieur le maire, et votre cybersécurité, ça se passe comment? Il a rigolé, il m'a dit, écoutez, oui, j'en suis conscient. Effectivement, c'est un problème parce que les listes électorales, les permis de construire, les données sociales. Donc, il était, 1, conscient du problème. Et 2, je lui ai dit, vous faites comment? Il me dit, j'ai pas les moyens, mais je mutualise avec la CCI de Brest. On est plusieurs communes du coin et on mutualise avec la CCI de Brest. Brest est quand même relativement en pointe sur le sujet. Et comme je me bouge pas mal en Bretagne, j'ai été voir aussi à Quimper où il y a des gendarmes. Et j'ai discuté avec le major de ce fameux diagnostic diagonal, je l'ai vu, il est super bien fait. Et il est complet, c'est-à-dire que quelqu'un, n'importe qui, et c'est gratuit. Donc n'importe quel élu qui se fait tester avec ça, sait où il en est sur le plan cyber. Ensuite, est-ce qu'il a les moyens d'affecter quelqu'un
Ça dépend des communes. Mais si déjà ils en sont conscients et ils mutualisent, dire le conquet, c'est pas spécialement cyber, hein, c'est la pêche et le tourisme. Mais le maire m'a dit, ouais, les listes électorales, ça craint, les permis de construire, ça craint, les données sociales, ça craint. Donc il a compris. Je voudrais juste réagir sur le. Alors, effectivement, on parle si on veut être très précis, d'un pré-diagnostic. Hein. Et initialement, il y a 1 an et demi, c'était l'autodiagnostic. Hein. Mais c'est vrai que cette précision a son importance. L'accompagnement derrière, dans un des départements qui est le plus sollicité, le pré-diagnostic, c'est le Morbihan. 20% des communes du Morbihan ont sollicité les gendarmes. Certaines ont été accompagnées jusqu'à 6 mois. Alors, pas accompagnées pour mettre en place une architecture de cybersécurité dans les communes, mais accompagnées sur comment utiliser le résultat de ce pré-diagnostic. Alors, je vais compléter. Le Morbihan, c'est justement le département que je faisais allusion tout à l'heure, et le fait qu'il y ait un peu plus de taux d'utilisation diagonale dans le Morbihan n'est pas anodin. Bien entendu, les gendarmes sont dans le tour de table des gens qui bossent sur le projet, et d'ailleurs, ce diagnostic diagonal, on est en train de bosser avec la gendarmerie pour en faire une V2, qui s'appellera Monnaie de Cyber. Pour l'instant, et où on centralisera tous les trucs. Et ce truc a vocation, en tirant les expériences du plan de relance, de faire en sorte qu'on puisse, en fonction du niveau, proposer tout de suite quelques quick wins, quelques actions prioritaires. L'objectif, c'est uniquement d'amener les gens à faire le premier pas. On sait que c'est le plus dur. Une fois que ce premier pas est fait, les raids vont s'enchaîner. Bien entendu, que ce soit BPI France, que ce soit les régions, elles ont toutes des dispositifs complémentaires d'assistance. L'idée, c'est là aussi de travailler pour faire en sorte que ces pré-diagnostics soient reconnus par toutes les autres entités qui bossent. On travaille avec les régions, on travaille notamment avec Aquitaine Cybercampus. Ils ont fait en sorte que le principe de ce pré-diagnostic de maturité soit quasiment un passage imposé pour que les subventions viennent pour le développement économique. Donc, si vous voulez, globalement, c'est tout un système qu'on essaye de mettre en place de manière à pouvoir aider les collectivités à démarrer. Sensibilisation aux outils d'aide. On a parlé de déclic d'associations. Il y a au moins une des OPSN que j'ai en tête qui, dans le cadre du plan de relance, ont construit des outils qui vont mutualiser d'association en association, justement pour monter clé en main des processus pour sensibiliser les collectivités. Allez voir Soluris, de mémoire, ça s'appelle MADIS, l'ensemble d'outils qu'ils ont mis en place à base d'outils open source, où ils vont former des référents au niveau des collectivités, mettre en place des processus d'information, voire donner quelques outils de métrique. Donc, si vous voulez, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est la grande phrase de Watauer, avec sa tortue, là. Je me rappelle le thème exact, mais en gros, ensemble, on va plus loin. C'est ça que j'ai retenu. Et moi, je dis la même chose, quoi. Au plan technique, 95% des attaques, c'est de la messagerie, des comptes à privilèges qui sont mal protégés, et puis des problèmes de stockage. Et autant dire que c'est des problèmes d'infrastructure très techniques, sur lesquels il n'y a pas d'enjeu de valeur. On n'a pas encore parlé de contenu de la donnée, là. Donc, il n'y a pas d'enjeu technique. Ça, il n'y a pas d'enjeu de propriété ou de pouvoir, pour parler en termes d'élus. Donc, ça, ces fonctions-là, ces fonctions de base, il faut les mutualiser et les offrir. Alors, quand je dis mutualiser, il y a... On va passer à la phase des remèdes juste après. J'ai 2 questions, là. J'en ai une là-bas, la dame à le micro, et après le monsieur. Oui, je ne vous oublie pas. Allez-y. Oui, bonjour. Vous n'avez pas encore évoqué ce matin le bilan France Relance, finalement, qui a accompagné à hauteur quasiment de 950 millions les collectivités et les établissements de santé. Et sur la phase d'après, finalement, pour tous ces organismes, il y a en ce moment se prépare le futur contrat de filière. Il y a un groupe dédié aux collectivités.
ça sera une question finalement collective. À votre avis, quelles mesures il faut à tout prix dans ce contrat de filière pour accompagner les collectivités? On parle beaucoup de sécurité globale, de vidéosurveillance, de cloud de confiance, mais en matière cyber, quelles seraient les actions à mettre en œuvre pour les 3-4 prochaines années? Alors, de quelle collectivité parle-t-on? Des petites, des grosses, des moyennes? Parce que, si vous voulez, les grosses, pour les régions, l'ARF fait le job, pour les départements, l'ADF fait le job, ils ont eux aussi mangé grave, et ils sont en train de, ils produisent des rétex. D'ailleurs, j'ai assisté au rétex en live de Nice, avec un RSSI pas heureux, mais globalement bien dans ses baskets quand même. J'étais très content, puisque ce que je voyais, c'est que ces conclusions, c'était ni plus ni moins que l'état des matières de la plupart des guides de l'ANSSI. Donc je me dis, c'est bon, ils le disent avec leurs mots, mais ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Je veux dire par là que les ressources existent. Maintenant, revenons aux petites. Quand je vais voir les élus, les assemblées d'élus, je leur dis deux choses. Un, ayant en tête que c'est les statistiques qui parlent. Moi, j'ai beaucoup 40 ans de gendarmerie, j'ai une formation d'ingénieur de base, les chiffres, j'y crois. 7 à 10% d'un budget informatique doit être consacré à la cyber. Vous ayez ça en tête. Deuxièmement, au niveau des collectivités, je leur dis une deuxième chose. Je leur dis la place du RSSI, c'est une prérogative de direction générale, d'élu. Celui qui décide où est le RSSI, c'est une décision stratégique. Et lorsque j'ai dit ça, je n'ai pas dit où. Parce que je sais très bien qu'en dessous du DSI, directement au niveau du DGS, directement au niveau du cabinet, il y a tout un tas d'équations. Il y a Cyril Bras qui est là. Il y a tout un tas d'équations humaines, locales, qui sont complexes. Et je ne pense pas qu'il y ait une solution magique unique. Par contre, oui, c'est une décision de gouvernance. La taille de la cyber dans le budget DSI, la place du RSSI dans l'organigramme, c'est une fonction de gouvernance. Mais lorsque je dis ça, j'ai parlé zéro technique pour l'instant. J'ai juste parlé de prise de conscience et d'enjeu. Mais derrière, c'est extrêmement important, puisque c'est derrière le RSSI, son principal boulot, c'est de mettre en place, on a parlé de résilience, je ne sais plus qui, vous peut-être, analyse des risques, la mécanique est toujours la même. Dès lors que le plan d'action, il est là, et que l'élu réclame une fois par an à son RSSI, le plan d'action, on en est où? Et par rapport à des étapes à franchir, j'ai tendance à dire que la guerre est gagnée. Ça va prendre un petit peu de temps. Ceci dit, il y a d'autres outils qui existent. L'ANSSI a mis à disposition de toutes les collectivités qui ont des systèmes d'information plus complexes, qui ont des annuaires de type Microsoft Active Directory, des outils gratuits qui leur permettent de tester la solidité au sens cyber de leur annuaire. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on installe son annuaire Microsoft, par défaut, il a une note de 3 sur 5. Ce qu'on sait, c'est que la moyenne des collectivités est aux environs de 1,2. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'une fois qu'ils sont fait planter et qu'ils ont pris les choses de manière sérieuse, on remonte assez facilement et assez vite à 3. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces outils, encore une fois, ces outils sont gratuits, ils sont comme les piles d'air, ils s'usent que si l'on s'en sert, en fait, même ils ne s'usent même pas. Donc, dans les questions qui sont posées là sur le chat, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a un document qui rassemble l'ensemble des dispositifs et des gens à qui on peut s'adresser? Est-ce que ça existe? Parce que là, l'impression que j'ai quand même, peut-être je me trompe, c'est qu'il y a quand même une parcellisation de tous les dispositifs mis en place, locaux, régionaux, nationaux, la gendarmerie, l'ANSSI, etc., etc. Est-ce qu'il y a un document synthétique qui permet à, je suis maire d'une petite commune, je regarde ça et je sais à qui il faut m'adresser immédiatement? Est-ce que ça existe ou est-ce qu'il faut le créer? Alors, il y a des trucs... En 2 phrases. Il y a des trucs qui existent. Actuellement, en Pays de Loire, il y a un site qui a été mis en place pour donner le catalogue de tous ceux qui offrent des services au profit des collectivités. On est en train de le tester, on verra si ça prend et pour le généraliser. Globalement, l'État, de manière générale, est rentré très fort dans la danse. Depuis le mois d'avril, les préfets, on leur demande de coordonner les actions de prévention. Encore une fois, en tant que gendarmerie, je sais qu'un préfet, ça parle très facilement au maire, et dans les deux sens d'ailleurs.
si les préfets sont sensibles au sujet, ils seront donnés les bonnes adresses. Enfin, les maires, appelez votre directeur de cabinet qui vous dira quoi. Ça, j'ai pas de souci sur le terrain, ça fonctionne. Bon, bonjour, Un petit moment, allez-y. Pierre, je travaille au-dessus, là, au campus. Je voudrais parler des moyens, des ressources. Bon, on a peut-être oublié un étage qui est les fonds européens. Aujourd'hui, donc l'Europe amène dans les régions des budgets substantiels pour justement améliorer la sécurité et la cybersécurité, à la fois pour les PME et pour les collectivités locales. Donc, ça démarre tout juste. Il y a une région qui est en avance, c'est la Bretagne. La Bretagne qui a publié ça s'appelle EDIH, hein, c'est un terme un peu, ça s'appelle European Digital Innovation Hub. Oubliez ça, mais voyez ça comme des budgets, des ressources, des communautés qui se créent. Et si je vous recommande d'aller voir sur le site de EDIH Bretagne déjà tous les services qui sont proposés, qui sont gratuits. Donc en fait, le service qui est proposé aux PME et aux collectivités locales, c'est bien sûr l'évaluation de la maturité, bien sûr les diagnostics, bien sûr d'aller un peu plus loin avec ce qu'on appelle le PAC cyber, c'est-à-dire à la fois le diagnostic, un plan directeur, un plan de formation, des expérimentations, tout ça financé. Tout ça financé. Okay. Et bien sûr, on ne va pas accompagner les stakeholders, comme on dit à Bruxelles, dire les PME et les collectivités dans leur vraie vie, mais ils auront déjà à la fin de cette initiative une bonne idée de ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, Importance des fonds européens. Donc, beaucoup de communication là-dessus, enfin, tout le monde est au courant, je suppose. Comme toujours pour les fonds européens. Mon intervention en fait partie. Mon intervention en fait partie. Donc, les EDIH, il y en a en Aquitaine, il y en a en Bretagne, sur la cybersécurité, il est très, très dynamique. Et on est en train de le monter sur la région parisienne avec nos amis du campus et notre ami Serge, qui est le RSSI de la métropole du Grand Paris. Donc, de Paris-Ouest La Défense, excuse-moi. Bon, c'est un peu pas pareil. Un étage au-dessus. Et donc, je vous invite à prendre contact avec les EDIH qui vous intéressent, hein, pour la région parisienne, pour la Bretagne, et de voir un peu leurs dispositifs qui sont en relation. Vous avez cité tout à l'heure Mondet Cyber. Donc, Mondet Cyber sera aussi inclus. Il y aura on a discuté avec vos collègues de l'ANSSI hier. Donc, on va inclure Mondet Cyber dans le dispositif. Et bon, bien sûr, c'est un dispositif supplémentaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'il y a des gens et de l'argent pour le faire. Là, on me dit le DIH, c'est pas totalement gratuit, les prestations sont en partie financées. Donc, alors, on peut en parler pendant des heures. Donc, il y a toute une partie qui est gratuite, une partie qui est financée par des fonds européens, notamment. Par les FEDER. Il y a le FEDER aussi qui intervient. Hein. Mais pour les PME, pas pour les collectivités, malheureusement. Donc, c'est... Oh, ta gueule, toi. Donc, voilà. Donc, simplement, on ne va pas en parler des heures, mais il y a ce genre d'initiative qui est en cours, qui est largement financée. Pour vous dire, on va pas citer... Bon, c'est public, hein, mais c'est plusieurs millions qui ont été reçus par aussi bien la Bretagne que la région parisienne. Je connais que ces deux-là. Après, les autres, il y a aussi une initiative en Hauts-de-France aussi qui est en cours et une initiative en Grand Est. Donc, justement, là, j'ai deux interventions de Florence Puy-Barreau. Florence Puy-Barreau, elle est directrice du Cybercampus des Hauts-de-France, qui a été inauguré d'ailleurs à l'occasion du dernier FIC. Et elle dit deux choses là dans ses interventions. D'abord, nous, en tant que Cybercampus, on travaille avec la métropole de Lille, et la métropole travaille beaucoup avec les petites communes de la métropole, parce que Lille, c'est pas que Lille. La métropole, c'est aussi beaucoup de petites communes qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est déjà un pas vers la mutualisation dont on va parler. Et elle dit aussi, on travaille aussi beaucoup avec les entreprises et via les CCI. Et ça fonctionne très bien via les CCI. Il semblerait que les CCI soient déjà davantage rentrés dans ce processus que parfois certaines collectivités, peut-être pour des questions de formation, d'information. Donc c'est ça dont on parle. Je voudrais juste simplement que Cyril Bras, tout à l'heure, je
je l'ai un peu asticoté sur Grenoble. Je voudrais qu'il nous explique la différence entre son métier, maintenant qu'il est dans une entreprise privée où il exerce un tant soit peu les mêmes fonctions. Qu'est-ce qui a changé? Quels sont les moyens éventuellement supplémentaires? Et après, j'aimerais bien qu'on parle de formation, d'information et de mutualisation aussi. Alors, avant de réagir, je vais réagir sur ce que disait le général juste avant sur la perception du RSSI. Dans une collectivité, les métiers sont définis par des fiches emploi type qui sont définies par le CNFPT. Si vous prenez la fiche emploi type du RSSI, c'est pas, il y a un vrai décalage avec le monde réel. C'est une vision d'il y a 10 ans, 15 ans en arrière. C'est le gars technique qui branche des câbles dans une armoire. Et s'il est vraiment optimiste, peut-être un jour il finira DSI. C'est plus ça. Et moi, j'ai été confronté à ça. Alors, j'ai réussi à faire bouger un petit peu les choses à mon niveau, mais il y a une vraie nécessité d'actualiser cette fiche emploi type pour les collectivités. Et maintenant, avec mon changement dans le privé, la grosse différence, c'est la fiche de poste, elle a été actualisée. Je suis rattaché au patron de la boîte, à qui je rendais compte. La cyber, c'est un enjeu stratégique pour l'entreprise, et donc j'ai les moyens qui vont avec. Ce qui était loin d'être le cas. En fait, quand j'étais RSSI pour 6000 agents. Et j'étais tout seul. Quand on a eu le diagnostic réalisé dans le cadre du plan de relance de l'ANSSI, la première recommandation, la première constatation, ça a été de dire un RSSI pour 6000 agents, c'est peu. Mais c'était il y a 15 ans, ça. Non. 4 ans, c'est ça? C'était il y a 1 an. Ah non, c'est encore pire. Donc, il y a encore une marge de progression dans les communes. Sur les remèdes, Mathieu, Isaiah, quand on a discuté ensemble, vous avez parlé de la notion de cyber-champion. Vous pouvez développer un peu ça, le cyber-champion, qui est peut-être un premier remède pour faire face aux attaques? Oui, il faut que je le remette un peu dans son contexte. Pour adhérer au réseau des communes cyberdynamiques, il y a 3 critères. Premièrement, je reviens sur ce qu'on évoquait, avoir complété l'autodiagnostic. Donc, les 10 points qui avaient été définis par l'AMF, la Gendarmerie nationale et cybermalveillance.gouv.fr, et que dans cet autodiagnostic, qu'il y ait au minimum 2 sujets sur lesquels la réponse a été une croix rouge et non pas une coche verte, qui soient dans le plan d'action. Le deuxième critère est d'avoir ce plan d'action. Et le troisième critère est d'avoir désigné un cyberchampion. Et le cyberchampion n'a pas vocation à être le RSSI ou le DSI. C'est pas un cyberchampion technique, c'est pas le super RSSI. C'est plutôt une personne qui a vocation, un peu comme quand on déploie des projets dans des entreprises, la notion un peu de champion local, mais avec une dimension un peu plus métier, qui est une personne qui va être aussi le correspondant. Mais ça peut être un élu. Ça peut être un élu, ça peut être un agent aussi de la commune. Sa vocation est d'être, qui donne une impulsion, qui soit un petit peu le garant que on continue et on reste vraiment dans cette démarche. Et ça peut être le lien aussi à l'intérieur de la commune et le lien avec l'association. Et à ce sujet-là, parce que tu évoquais j'anticipe un peu, tu évoquais la formation. Du coup, j'y vais direct. Il y a une initiative que je trouve très intéressante, que j'ai découverte il n'y a pas moins de 2 semaines. Il y a un nouveau métier qui a été créé par la Fédération française de la cybersécurité, qui s'appelle l'assistant cybersécurité. Alors, j'ai besoin de mes notes parce que j'ai découvert le sujet. Cet assistant, en fait, la définition de ses missions, c'est accompagner à la mise en place des règles de base d'hygiène informatique, accompagner à la mise en place des règles de conformité RGPD, c'est un sujet qui n'est pas forcément complètement bien adressé aujourd'hui, et accompagner à l'évaluation des risques liés à la sécurité informatique. Et ce métier qui a été créé et mis en place, il repose sur un certificat d'aptitude à pouvoir adresser ces 3 missions. Et donc, on n'est pas du tout sur un profil d'ingénieur ou un profil très technique, certificat d'aptitude, en partenariat
avec des écoles et validé par la Fédération de la cybersécurité, et notamment avec une école récemment créée qui est Guardia School, qui aujourd'hui forme des ingénieurs. Justement, comment plus généralement on peut d'une part sensibiliser les agents, notamment les agents communaux, mais pas seulement, et après comment on peut les former, parce que c'est deux choses différentes. Il y a d'abord la sensibilisation, que tout le monde soit quand même imprégné de cette réalité, que ça peut vous tomber dessus du jour au lendemain, et que c'est pas parce que c'est tombé juste à côté que ça va pas vous tomber dessus. Ça m'a été répété plusieurs fois aussi. C'est pas comme la foudre. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on les forme? Est-ce qu'il y a déjà des dispositifs précis et complets, répertoriés? Alors moi, je vais bien vous faire un retour d'expérience sur mes 4 ans passés à la métropole, où j'ai mis vraiment l'accent sur le côté sensibilisation. Et on se rend compte que finalement, on a des agents qui sont preneurs d'informations. Dès lors qu'on le présente correctement, qu'ils y voient un intérêt, on peut arriver à en faire, à les transformer en sondes humaines. Moi, j'appelais ça des sondes humaines. J'avais, sur les 6000 agents, j'en ai en 4 ans sensibilisé à peu près 400. Ben, sur ces 400, j'avais une proportion non nulle, plutôt proche de 300, qui, dès lors qu'ils recevaient un mail malveillant, me le signalaient. Et ça, c'est une clé du succès, en fait. C'est, OK, peut-être techniquement, on n'est pas bon, peut-être techniquement, on a du mal à avancer, il n'y a pas les moyens, et il n'y a pas la volonté, etc. Par contre, on peut se baser sur le côté humain, puisque les attaquants le font aussi. Les mails de phishing et autres, ils ciblent l'humain. Ben, c'est en renforçant ce côté humain qu'on arrive à améliorer la défense du système. Donc oui, la sensibilisation, c'est évident que c'est nécessaire. Il faut que ce soit fait par des personnes qui sont capables de parler langage humain, et pas serveur SMTP et DNS. Mais il faut vraiment arriver à intéresser le public, et dès lors qu'on fait ça, ça marche. Moi, c'est un de mes succès, c'est celui-là, par contre. C'est le fait que les actions de sensibilisation, ça marche. Oui, pour avoir assisté à quelques débats au FIC à Lille la dernière fois, c'est vrai que quand on n'est pas un spécialiste, ce qui doit être le cas de la majorité des agents dans les communes, au bout de quelques minutes, entre les 482 sigles qui se télescopent et les 228 mots en anglais, on est vite largué quand même. Et je pense que pour le grand public, mais les agents des communes sont le grand public, il faut revenir à plus de pédagogie simple, je pense. Mais je retiens la notion de sonde humaine. Denis Mottier, peut-être là-dessus, sur la sensibilisation, puis après on parlera formation. Sur la sensibilisation, vous venez de le dire, le premier enjeu, c'est de savoir à qui on s'adresse et donc de vulgariser au maximum pour le public cible. Et on a un public d'élus qui est à l'image de les communes, qui est très divers. On a des élus jeunes qui viennent de prendre leur mandat, qui sont déjà sensibilisés et donc qui portent les dynamiques. Et après, on a des élus un peu plus âgés sur lesquels il faut, d'ailleurs comme pour le grand public, avoir une action plus spécifique. Donc la sensibilisation, elle est menée à l'AMF par les différents vecteurs de l'AMF, donc notamment sur ses communications papier, sur ses communications web et sur des campagnes comme ça a été cité avec l'ANSSI, avec cybermalveillance, qui nous permettent de développer des produits adaptés. Ensuite, s'agissant de la formation, il y a des formations qui existent pour les élus et qui tentent à se développer, notamment sur le domaine du cyber. Maintenant, il y a encore une marge de progrès à faire, parce que l'idée, c'est pas tant de faire des élus, les former en tant que techniciens, c'est vraiment faire en sorte qu'ils puissent comprendre la problématique et savoir à qui s'adresser. Donc, on est plus dans le domaine de la sensibilisation que dans le domaine de la formation à proprement parler. J'ai pas mal d'intervenants qui disent plutôt que de sensibilisation, il faudrait parler d'acculturation. Est-ce que quelqu'un peut développer cette nuance qui est importante, je pense? Je pense que vos intervenants ont raison. Mon camarade a parlé du contact, de la comparaison avec les cambriolages. Moi, j'en fais une souvent qui s'inscrit dans les racines, d'ailleurs, qui est liée à la sécurité routière. Vous savez, il y a 30 ans, il y avait 11 000 morts sur les routes pour 5 fois moins de circulation. Eh bien, on a progressé. On n'avait pas de ceinture de sécurité pour les plus anciens. Ouais, moi je me rappelle, mon premier mort, c'était une dame qui était à l'arrière, qui est allée s'écraser dans la tête du conducteur. Maintenant, tout le monde a ceinture avant-arrière. Enfin, les choses ont vraiment changé. Pourquoi je fais ce parallèle? C'est parce que dans la même veine, on se conduit avec nos ordinateurs comme le conducteur moyen se conduirait avec sa voiture, la laissant 4 portes ouvertes, clé sur le contact au carrefour pour aller faire ses courses. Vous voyez que globalement, la garer proprement, mettre la clé dans sa poche, c'est pas un effort énorme. Sauf que comme c'est numérique, c'est pas visible, c'est pas tangible, et donc oui, il y a un sujet de culture. Alors,
je me suis dit, quand on a vécu la pandémie, qu'on a compris aussi le danger de l'invisible, mais c'est très très long à faire passer. Donc il faut répéter. La sensibilisation, ça marche à condition d'être répété régulièrement. Au-delà de la sensibilisation, il y a le déclenchement pour passer à l'action qui est un autre sujet. Enfin, c'est un travail de longue haleine et il est d'autant plus pertinent qu'il n'est pas mené par des techniciens. J'ai des exemples en tête où un RSSI d'une collectivité que je ne nommerai pas me disait, mais moi j'ai fait, je lui dis, mais moi j'ai fait un super travail de sensibilisation encouragé par le cabinet, mais on m'a dit, mais t'emmènes pas le président avec ça. Hein. Oui, sauf que c'est pas que sur la cybersécurité, ça. Non, mais si vous voulez, dans ces affaires-là, c'est juste pas manquer de jugeote. Si le patron entre guillemets donne pas des signes en disant que c'est important, bah, le dernier employé de catégorie C, il est au courant que c'est pas important pour le patron. Donc pourquoi est-ce qu'il va investir? C'est vraiment une question de cohérence globale et l'acculturation, elle commence vraiment par la gouvernance. Toujours. C'est-à-dire que dans tout le travail qu'on fait, dans le cadre du plan de relance, on avait un dispositif qui est très similaire à ce que décrit monsieur dans le cadre avec diagnostic, plan de formation, une partie du financement, etc. Et pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, avec clé de subvention à l'appui, c'était le diagnostic et restitué devant la gouvernance, et pas uniquement dans le chef de projet. Dans certains cas particuliers, on a dit désolé, mais il n'y a pas la gouvernance, l'étape 1 n'est pas validée, il n'y aura pas de deuxième étape. Ah bon, d'accord. Bon, ok, on va organiser un truc avec le président. Non, c'est extrêmement important. Et lorsque vous parlez d'acculturation, on y est. La cyber, c'est un sujet de gouvernance. C'est à bord un sujet de gouvernance. Ce n'est pas un sujet de technicien. Une question là, oui. Enfin, c'est toujours pas une question, mais par rapport justement à l'acculturation, même si les gens n'ont pas le temps de faire le diagnostic diagonal ou autre, j'ai fait aussi un sujet sur l'assurance cyber. J'ai vu un assureur à Quimper qui avait qui était un courtier en fait, et qui m'a fait passer un de ces questionnaires qu'il pose à ses futurs clients sur l'assurance cyber. Je peux vous assurer qu'il est à peu près aussi bétonné que diagonal. Bon, alors, les maires les collectivités doivent faire avec le code des marchés publics, mais j'imagine qu'elles sont aussi assurées. J'imagine qu'elles vont s'assurer sur la cyber. Enfin, à un moment, il faudrait qu'elles y songent, en tout cas. N'importe quel diagnostic fait par n'importe quel assureur, il permet quand même de se situer à peu près précisément. Dans le cas de la ville de Lille que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu une question de journaliste là-dessus. Qu'est-ce qui est couvert par les assurances? La réponse n'était pas claire. Non, ce qui est couvert par les assurances, on a déjà 1 million d'euros de dégâts constatés, plus les interventions des agents, mais on n'en est qu'au début. Donc, mais on ne sait pas exactement. Moi, je sais pas comment ça fonctionne. La question de la responsabilité en termes d'un incident cyber-assurance, c'est effectivement un gros sujet. J'ai rédigé un truc là-dessus, mais je vous assure, pour les avoir lus, que les questionnaires des assureurs, ils commencent à être quand même relativement poussés dans le domaine. C'est-à-dire, c'est pas est-ce que vous avez un antivirus? Ça va nettement plus loin. C'est est-ce que vos agents sont sensibilisés? Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'il y a un pare-feu? Est-ce qu'il y a un antivirus? Enfin, ça commence à être. C'est pas une question, c'est pas un QCM de 3 questions. C'est que ça commence à être 50, 60 questions. Ça vaut mieux vu les sommes engagées. On est d'accord, mais ça veut dire que n'importe quel élu qui voit ce questionnaire, il commence à se poser des questions aussi. Et je pense que dans la vie courante, où on est tous confrontés, quelle que soit notre culture, à des incidents cyber, n'importe qui maintenant, quel que soit son âge, s'est fait avoir un jour ou l'autre par un phishing, une arnaque à la carte bleue. Enfin, il ne sait pas comment répondre, mais il sait que ça existe. Donc à un moment, il se dit comment je fais pour répondre, quoi. Cyril Bois, là-dessus. Je voulais rebondir sur le volet assurance. Effectivement, les questions qui sont demandées, moi, me laissent plutôt penser qu'il va y avoir peu de collectivités qui vont être assurées, en fait. Ou alors, ça va leur coûter extrêmement cher à la police assurance. Parce que les critères demandés sont pas uniquement techniques. Il y a le côté organisationnel. Il y a vraiment savoir, est-ce qu'on fait vraiment de la cybersécurité? Est-ce qu'on la fait correctement? Est-ce qu'on a des sauvegardes? Est-ce qu'on a un plan de reprise d'activité, etc. Tous ces trucs-là, je pense qu'il y a un vrai chemin à parcourir pour arriver à assurer les collectivités. Et sur le volet sensibilisation, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est OK, peut-être qu'il y a la nécessité de faire de la gouvernance. Mais quand la gouvernance ne veut pas suivre, ça n'empêche pas qu'on peut sensibiliser quand même les agents, parce que les agents, c'est des êtres humains
comme vous et moi, qui sont confrontés à des problèmes de cybersécurité dans leur vie privée. Et moi, c'était sous cet angle-là que je l'adressais. Je commençais par, OK, dans la vraie vie, voilà les situations auxquelles vous pouvez être confrontés. Et le lien, après, avec l'activité professionnelle, il était beaucoup plus facile. Ils étaient beaucoup plus enclins à accepter les mesures de sécurité qu'on pouvait mettre en œuvre. Juste là-dessus, j'ai deux interventions là sur le chat. La première, c'est quelqu'un qui dit qu'il y a un quart des collectivités qui ne peuvent pas s'assurer, faute de moyens, faute de connaissances, faute de niveau d'assurance. Et un autre qui dit, comme les marchés d'assurance sont des marchés publics, ça permet aux cyberattaquants de savoir ceux qui ont une assurance, ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est un critère supplémentaire de choix pour les attaques. Peut-être faire attention à ça aussi. Ouais, je ne suis pas convaincu. J'ai l'impression qu'on revient encore un peu en arrière à un niveau de maturité inférieur où on disait, voilà, si je commence à m'équiper, je deviens une cible. Oui. Bon, je pense qu'on a passé ce stade quand même. Je voulais revenir un peu sur le sujet de l'acculturation, éventuellement la difficulté d'acculturation et son importance. Et faire le parallèle avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la question que tu posais, est-ce qu'il existe quelque part un document ou en tout cas un point centralisé qui permet à un élu d'identifier très facilement quel est ou quels sont les dispositifs et ou les prestataires qui correspondent à son besoin. Je pense que sur l'acculturation, il y a aussi cette notion de partage. Il y a des initiatives, il y a des villes qui sont à un niveau aujourd'hui de maturité suffisamment avancé, qui ont mis en place des plans de résilience cyber, qui ont mis en place des campagnes de sensibilisation, et certaines petites communes, mais le voisin ne le sait pas forcément. Et peut-être que plus de partage entre pairs, ça peut aussi débloquer, on parlait tout à l'heure du premier pas, moi je parlais des lapins dans les phares de la voiture, des échanges entre pairs, des choses peut-être qui peuvent se faire avec une démarche un peu plus participative, collective, collaborative, au travers des antennes départementales de l'AMF, par exemple. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de réunions de travail collectives participative qui sont faites. C'est des sujets qui peuvent être mis sur la table et moi, je me mets à leur place. Ça peut peut-être débloquer certaines situations. Les maires se rencontrent là-dessus, je suppose, se parlent. Il y a énormément d'échanges à ce sujet. Alors pour la ressource, moi je conseille déjà au niveau national pour ceux qui s'y intéressent et aux élus qui s'y intéressent de se connecter sur cybermalveillance.gouv.fr. Et vous avez quand même déjà un premier jet de ressources prévention cyber qui devient maintenant assez riche, solide. Et puis après, vous avez des renvois sur des sites plus spécialisés. Vous avez l'ANSSI, vous avez tout un tas de sites qui vous permettent déjà de prendre conscience de cela. Après, sur les dynamiques locales, c'est ce que propulse l'AMF par le biais de ces différentes commissions dont j'ai parlé. D'ailleurs, sur la question assurantielle, le GT Risque, qui traite donc des risques naturels, etc., pointe du doigt cela. C'est-à-dire la difficulté pour les collectivités de s'assurer quand elles peuvent s'assurer, parce que parfois elles ne peuvent plus s'assurer parce que personne ne veut les assurer, ou parce que l'assurance qui leur est demandée est telle qu'ils ne peuvent pas. Voilà. Donc ça c'est complètement pris à la fois aussi sur ce volet-là. Et puis après au niveau des deux commissions, donc commission sécurité et commission numérique, la question du cyber est développée. Et donc dans ces commissions, le principe c'est que les élus adhérents à l'AMF, donc sur les 34 000, vous avez 100, 150, 200 élus qui sont invités à ces commissions, qui portent leur voix, donc de manière très locale, et après c'est transformé en position de l'AMF, position qui est défendue auprès des pouvoirs publics, mais également en son sein pour dynamiser auprès des associations départementales certaines initiatives. Alors, vous avez le Morbihan qui est en tête, vous avez Charente-Maritime qui est en tête, vous avez beaucoup d'élus et d'associations départementales en Bretagne, également dans l'Est, et donc cette dynamique permet justement de faire ce partage de savoir-faire et ce partage de sensibilisation auprès des uns et des autres. Et on atteint même à un niveau, la question de la mutualisation, donc on n'a pas encore évoqué, sur, en gros, on prenait l'exemple du Conquet, et voilà, bien, je me suis rattaché à la CCI, je me suis rattaché à la Comcom, je me suis rattaché à la métropole, parce que j'y suis rattaché, ou parce qu'ils avaient porté une initiative, et globalement, leurs flyers, ou leur
trame pédagogique, ils nous l'ont partagé, ça a pris, etc. Il n'y a pas de souci. Et enfin, sur la sensibilisation et l'acculturation, alors on parle collectivité, mais ce qui est valable dans le milieu professionnel est valable dans le milieu personnel. Et donc, de toute manière, on arrive aujourd'hui quand même, je pense, avec un certain nombre de campagnes, de politiques publiques et avec un certain nombre de choses, à une sensibilisation générale quand même en augmentation. Maintenant, il faut laisser le temps au temps aussi pour que les gens puissent évoluer également. Et puis, il y a également, je parlais tout à l'heure du CNFPT qui écrit les fiches emploi type, mais il fait aussi de la formation. Et il y a des formations de sensibilisation qui sont proposées dans les régions. Donc, il faut juste se rapprocher de vos antennes CNFPT. C'est bien, parce que je voulais parler formation. J'ai plusieurs questions là-dessus, d'ailleurs, sur le chat. D'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qui existe comme dispositif de formation, mais dans les deux branches, c'est-à-dire en formation continue, permanente des agents. Et là, je ne parle pas de sensibilisation, je parle de formation. Et qu'est-ce qui existe en France à l'heure actuelle, en formation initiale, en termes d'apprentissage? Il y a des métiers, enfin, on sent bien que le métier de la cybersécurité est en train d'exploser. Pour ceux qui sont allés au FIC, c'est évident que ça explose de partout. En plus, il y a des emplois à prendre, il y a des postes à prendre, des postes intéressants. Qu'est-ce qui existe pour le moment? Est-ce qu'il y a déjà des formations spécifiques à ce genre de choses? Et je complète avec une question d'un des intervenants qui est là, qui dit, est-ce qu'on ne devrait pas commencer dès le collège à avoir une petite sensibilisation aux gamins sur contrôler leur mot de passe, enfin, des choses de base. Ils sont tout le temps en plus sur les réseaux, etc. Donc, cible prioritaire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de commencer un petit peu par de la formation, pas de la Alors, la sensibilisation des jeunes, elle est déjà en cours. Il y a déjà des dispositifs, notamment le permis Internet, qui a été développé par les forces de sécurité, en particulier la gendarmerie, qui vise à sensibiliser. Je me comporte sur Internet comme je me comporterais dans la rue. Je ne réponds pas à des inconnus, etc. Et après, vous avez des comment dirais-je, c'est d'ailleurs l'objet du Safe Internet Day en février, il me semble, tous les ans, qui est une action européenne et reprise en France par un certain nombre d'associations françaises qui font de la prévention sur ce volet-là, et ça va sur les comportements cyber, mais également sur ce qui est associé, c'est-à-dire les échanges de photos, les nudes, etc., et tout ce qui est harcèlement, et tous les phénomènes d'harcèlement passant par le réseau cyber. Donc, sur cette volet prévention, on peut toujours mieux faire, mais il existe. Maintenant, sur la question de la prévention, vous avez tout un tas de ministères qui développent, notamment vis-à-vis des seniors, des campagnes de prévention ciblées avec des relais, notamment dans les départements qui vont proposer des relais. Maintenant, sur la question de formation pure technique, je laisse la parole à ceux qui sont vraiment les sachants, parce que là, j'ai pas la main. Et de toute manière, l'AMF, elle, va faire de la sensibilisation, va proposer en lien avec le CNFPT des formations dédiées éventuellement, et c'est le cas puisque c'est développé. Maintenant, nous, on reste sur le niveau sensibilisation libre ensuite aux collectivités de s'inscrire dans une démarche de formation plus spécifique et de les financer pour ces agents. Qui peut répondre sur la formation? Alors, je vais bien en toucher deux mots, parce que je suis aussi enseignant vacataire à l'université à Grenoble, et pour avoir participé à des travaux, je sais qu'il y a vraiment une volonté de créer des cursus spécifiques cyber, donc de former au métier du cyber. Il y en a déjà qui sont en place, mais je pense que ça va se généraliser plutôt à l'échelle nationale. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je ne suis pas forcément un grand sachant sur les dispositifs de formation. Je vais juste faire un petit focus sur un dispositif que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est assez récent, parce que j'aime bien leur approche pédagogique. C'est la Guardia School qui a lancé un cursus de formation en cybersécurité avec une approche très, très opérationnelle où les étudiants ne travaillent qu'en mode projet, en partenariat avec des entreprises. Et des étudiants de quel niveau? Alors, post-bac et à partir des masters, je pense que les deux ont un sens. Mais aujourd'hui, moi j'ai rencontré quelques étudiants qui sont en M1. Une approche pédagogique très très concrète, travailler que en mode projet, très opérationnel. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu commencer à expérimenter cette approche, mais voilà, je pense que ça a du sens, et ce type d'initiative, alors privée, mériterait d'être généralisée et développée, parce qu'on est effectivement dans une situation de pénurie très 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 forte et qui ne s'arrange pas. Et au niveau public, François Degès, peut-être un éclairage là-dessus? Il y a de l'apprentissage, par exemple, sur les métiers techniques.
Oui, l'apprentissage de manière générale, oui. Alors l'apprentissage, vous savez, maintenant ça s'est développé Oui. à tous les niveaux, hein, y compris Bac plus 5. Mais j'ai pas d'éclairage très spécifique. Je sais qu'on a beaucoup évoqué le CNFPT. Nous, parmi cet axe-là, on est en contact avec le CNFPT d'une part pour ajuster un certain nombre de fiches de poste. Monsieur Bras a tout à fait raison. Et d'autre part pour voir définir de manière un peu plus concrète par type de collectivité, donc quel type de formation on pourrait compléter. Et puis le CNFPT a une gamme de formations extrêmement étendue qui en formation initiale et en formation continue. Et dans l'idéal, ce serait que toutes les formations continues, elles aient 1 à 2 heures où ils retiennent qu'une seule chose, le guide d'hygiène informatique se trouve là. Ça serait déjà extraordinaire. Bon, ça, c'est des choses qui vont se faire sur long terme. Bien entendu, le CFSSI offre un certain nombre de formations de plus haut niveau aux collectivités, mais aussi aux gens de l'administration. Mais bon, on accompagne aussi tout un mouvement au travers des labels SECNUM-EDU pour faire en sorte que toutes les universités et les centres de formation veulent faire des formations spécifiquement cyber ou bien pour donner des formations avec un petit pan cyber, des formations d'ingénieurs, de manière à ce qu'ils rentrent dans des processus de labellisation pour là aussi progressivement faire monter tout ce niveau-là. Là, on me dit plusieurs choses. D'abord, qu'il faut aller sur le site de l'ANSSI pour voir toutes les formations existantes répertoriées avec leur label. Qu'il y a une très belle formation en Bretagne, à Vannes, encore une fois les Bretons, qui s'appelle l'ENSIPS, et qui a également une école de formation à Versailles qui forme des techniciens spécifiques. Donc, il y en a beaucoup d'autres, je pense, mais apparemment, le site de l'ANSSI, là-dessus, donne toutes les informations nécessaires et suffisantes. Je n'ai pas de carte en tête, mais moi, je sais qu'à Grenoble, à Lyon, en Occitanie, dans le Nord, enfin, dans l'Est, il y a le lauréat. Enfin, il y a beaucoup de. Enfin, c'est un sujet qui est très clairement en train de se développer très fort. Et je pense que dans le cadre des cybercampus régionaux, donc qui sont en train de se mettre en place, puisque donc on a inauguré celui des Hauts-de-France à Lille, celui de Nouvelle-Aquitaine à Pessac, le prochain, ça sera dans le Grand Est, et il y aura la Bretagne derrière. Puis je pense que en tout cas les 12 régions de métropole vont suivre dans l'année qui vient. Il y a aussi des dispositifs de formation spécifiques qui sont intégrés dans ces cybercampus. C'est déjà le cas à Lille, je pense, et à Bordeaux, enfin à Pessac aussi. Est-ce qu'il y a des questions là, à ce stade? Allez-y, micro. Sur ces fonds européens qui existent, ils sont notifiés, donc ils existent. Une question à l'Association des maires de France, une question à l'Association des communes cyberdynamiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il y a de l'argent, il y a des ressources. Ça fait partie de nos KPI d'aller vers les communes, vers les collectivités, vers les PME aussi, hein, mais vers les collectivités. C'est quoi la feuille de route? Mathieu Isaïa, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'association? Juste le faire savoir, quoi, en fait. Hein. Le diffuser au plus grand nombre, quoi. Pour moi, l'enjeu, il est principalement là. Hein. Pour rebondir sur une des initiatives qui s'appelle Mon aide cyber, justement, sur la partie sensibilisation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, justement, mettre des ressources de communication, bien sûr, mais aussi des gens derrière, hein, parce qu'il va falloir aller faire ces formations, ces sensibilisations. J'ai bien compris que ce n'est pas des techniciens qu'il faut mettre, c'est des pairs. On a parlé de pairs, très intéressant, la notion de pair. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer cette sensibilisation et c'est vis-à-vis des collectivités locales en particulier? Alors, moi, je vous propose de venir me voir à l'issue. Et puis qu'on voit un petit peu comment on peut diffuser le mieux possible les informations que vous avez à nous communiquer. Vous avez des relais, la lettre au maire, vous avez Maire de France, vous avez tout un tas de magazines qui sont extrêmement diffusés, vous avez Maire Info qui est diffusé partout. Vous avez, voilà, donc après la question c'est
comment on va pouvoir communiquer simplement pour que, entre guillemets, les fonds européens dont vous faites part ne profitent pas qu'à ceux qui ont la structure idoine pour traiter les fonds européens, parce que pour avoir un peu travaillé sur le sujet dans de précédentes fonctions, la question d'obtenir les financements et du suivi de ce financement, quand vous avez une mairie, une petite mairie avec le maire et la secrétaire de mairie, pour suivre les fonds européens, ça fait très lointain. Donc voilà, donc la question c'est comment en fait on arrive à chaîner les choses pour que tout le monde puisse en profiter et que ce ne soit pas forcément ceux qui sont déjà préparés et qui peuvent encore accélérer, c'est faire démarrer ceux qui sont déjà au point mort. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une question là-bas. Non, c'est pas forcément une question. Alors moi, j'ai pas de fonds européens, mais j'ai parfois des idées. Pas grave. C'est pas grave, merci. Non, moi, je viens pas de la cyber, je viens de la prévention des risques et de l'économie circulaire, donc je suis très sensibilisée à vos questions ce matin sur des plans de prévention de façon massive dans d'autres filières, ce qu'on a mis en place avec la charte que vous devez signer quand vous intégrez une organisation, qu'elle soit publique ou privée, la charte numérique en tant que salarié, agent ou autre. On avait l'engagement de suivre des MOOC nous expliquant les différents risques au niveau des organisations. Et peut-être qu'une des bonnes pratiques serait à l'accueil ou dans le cas de plans de formation. Parfois, on n'a pas des budgets de formation extensibles, mais il y a beaucoup de MOOC gratuits qui sont très bien faits. C'est sur ce la que disent cyber. plusieurs intervenants qui sont Celui très de bien faits. l'ANSSI, celui de l'ANSSIPS, etc. Et l'engagement de les suivre, déjà, permettrait, dans une politique de petits pas, de sensibiliser. Ça n'empêche en rien, évidemment, une vraie formation derrière, mais c'est toujours un premier pas qui nous amène vers la cyber-résilience. Et effectivement, la cyber est un des rares sujets où, lorsque vous êtes sensibilisé à titre professionnel, vous êtes aussi citoyen à titre public, et c'est une des matières assez poreuses qui ont fait un vrai impact. Une porte d'entrée, oui. Merci. J'ai une question là. Bonjour, merci. Je suis arrivé un petit peu en retard, donc peut-être que j'ai loupé. Un point, on parle beaucoup de cybersécurité, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que quels que soient les moyens qu'on met en œuvre, même les meilleurs se font attaquer, défoncer, poutrer, etc. Alors, regardez Orange, ce qui s'est passé. Et donc, et je rebondis par rapport à ce que Madame vient de dire, ça concerne la résilience. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut mettre de la cyber. Vous avez parlé de 7 à 10% du budget de l'IT, etc. Mais néanmoins, quid des exercices de crise, quid des PCA, plan de continuité d'activité cyber, je pense notamment le PCA cyber avec l'AFNOR Spec 2208 qui vient de sortir, c'est-à-dire globalement comment maintenir mes activités critiques sans IT, en mode dégradé. Je pense à l'hôpital de Versailles qui s'est fait attaquer et qui a dû revenir au papier crayon. Donc voilà. Alors, les petites collectivités. Plusieurs hôpitaux sont revenus voilà. au papier crayon, Voilà. Dax aussi. Voilà. Les petites collectivités n'ont pas forcément les moyens. En revanche, qu'en mutualisant, peut-être que vous l'avez dit, ça peut être intéressant. En revanche, les communautés plus importantes, à mon avis, il y a encore du travail à faire en amont ou parallèlement à cette activité cyber. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec l'idée que c'est plus compliqué pour les petites que pour les grosses. Parce qu'au contraire, pour une petite, moi, ce que j'ai vendu à un certain nombre d'associations départementales de maires, je leur dis, mais prenez votre temps, allez-y, mais 6 mois à l'avance, décidez que tel jour sera le jour sans électricité. Et par contre, le challenge, ça sera de rendre le service. Lorsqu'on a 1 à 2 employés de mairie, on n'a pas un système extraordinaire. Donc, si on y réfléchit un petit peu à l'avance et que confronté au problème, on met en place les outils de résilience, le micro-ordinateur portable qui est non connecté dans une armoire qu'on ne se sert jamais, qu'on met en place un certain nombre de protocoles pour se rendre compte quels sont les sujets dont on a réellement besoin tout de suite en urgence. Il n'y a que dans la crise qu'on trouve les bonnes solutions. Et là, moi, je fais beaucoup plus confiance à l'intelligence individuelle des gens pour le faire. Je suis persuadé que la journée sans ordinateur, une fois par an, c'est génial, ça marche et vous avez le PCA tout fait. Parce que à ce niveau-là, on n'est pas les 900 machines virtuelles de la Seine-Maritime. Hein.
à gérer là. On n'est pas si voilà, donc c'est relativement facile. Alors, ceci dit, on est en train de travailler aussi sur ce sujet. L'ANSSI a fait des guides de crise, comment organiser des exercices de gestion de crise, etc. Et on est en train de travailler spécifiquement sur indexer comment, lorsqu'on est une petite collectivité, organiser un exercice de crise. Alors, la question de la poursuite d'activité et de comment gérer la crise, c'est au cœur des préoccupations du président de l'AMF qui a créé un groupe de travail spécifique avec 2 élus, le maire de Trèbes, s'agissant de la crise terroriste et de son expérience vécue à Trèbes, et le maire de Mandelieu-la-Napoule pour les inondations qui ont eu lieu dans le sud. Ce qui guide ce travail-là, c'est comment on se prépare en prévention, en réaction, et comment les communes vont s'équiper et travailler avec l'État dans le cadre de la gestion de crise, cas de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, et enfin comment, à l'issue, on revient le plus rapidement possible à une situation normale. Donc ça, la prise de conscience et le travail est mené avec pour mot d'ordre, ce que je vais paraphraser Gérard Chaliand, c'est en se préparant au pire qu'on garde l'initiative. Et en prenant en compte, et ça c'est une réflexion qui est menée, y compris avec le SGDSN, c'est qu'est-ce qu'on préserve en premier ? Quelles sont les fonctions de la commune qui vont être maintenues en premier? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que et là on revient aux principes de base vitaux: eau, électricité, les personnes vulnérables, l'alimentation, etc. Et après on remonte crescendo. Et donc là c'est dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, plans intercommunaux de sauvegarde et de toute cette préparation de la gestion des risques. Voilà. Risques compris comme de tout type, et y compris le risque cyber. Pour en revenir et juste ces quelques mots sur la différence entre petites et grandes communes, l'impact même si il n'est pas négligeable, l'impact d'une cyberattaque sur une commune de 200 habitants, faire papier-crayon pendant quelques temps, je veux dire un certain nombre de trucs pour 200 habitants, notamment l'état civil, objectivement, c'est lourd, c'est moins facile, mais ça se fait. Sur le cas d'une commune de 15, 20, 500, 300 000 habitants, métropole, là, c'est l'enfer. Parce qu'en plus, on n'a même pas la capacité de rattraper les vieilles archives ou certaines archives, puisque là, tout est à plat. Et le temps de remonter en puissance, le temps de remonter, entre guillemets, un système viable et normal, est d'autant plus grand. Donc, en fait, la difficulté qu'on a, et c'est un peu le challenge qu'on a entre la gestion du tout petit et de l'atomisation, finalement, des problèmes, et la gestion de la centralité qui doit monopoliser un certain nombre de moyens. Et en fait, il faut qu'on arrive à associer ces deux développements et ça revient à ce qu'a dit la dame, c'est une résilience globale, en fait. Mais ça, c'est l'idéal. À ce stade, moi, je vais garder le micro, faire un petit tour de table avec vous 4, et si possible en 3 phrases, 3 remèdes que vous voyez d'application immédiate pour aider une collectivité, quelle que soit sa taille. Si vous aviez 3 remèdes à fournir, quels seraient-ils, si possible moi, j'aurais 3 mots d'ordre. À la place de 3 remèdes. Le premier, c'est une sécurité adaptée. La sécurité d'une commune de 15, 20, 30, 50, 100 000 et les moyens qui sont associés ne sont pas les mêmes que ceux de 100, 200, 300 et les petites communes. Donc, sécurité adaptée. 2, solidarité. Solidarité territoriale. On a un principe qui est aterritorial, mais on a des solutions qui sont territoriales et qui doivent faire jouer la solidarité. Solidarité entre les collectivités de la commune à la région, solidarité collectivité-État et solidarité entreprise de sécurité cyber, associations qui traitent de cela et globalement, voilà. Et donc, pour arriver à quoi? À une unité d'effort. Et enfin, troisième, c'est liberté. Alors, parce que les collectivités tiennent à la liberté, à la libre administration de leur commune, mais cette liberté ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Ça veut dire que la liberté, elle permet aussi de trouver les meilleures solutions locales qui vont être les plus efficientes en fonction de l'écosystème qu'on trouve localement. Et donc, et on revient à ce principe, sécurité adaptée, solidarité, avec une liberté qui encadre le tout, qui permet à chacun, dans l'exercice démocratique et constitutionnel de notre République, d'exercer la sécurité sous ces principes. Merci. François Degès. Alors, il faut revenir aux fondamentaux. Comment sont gérés vos mots de passe? Comment est gérée votre messagerie? Vos données sont-elles sauvegardées en ligne?
Et puis, on est purement dans la technique. En revanche, à mon sens, ce qui est le vrai axe de progrès pour les collectivités de petite taille, c'est regroupez-vous, mutualisez alors, j'ai pas de consigne à donner. Est-ce que c'est au niveau de la Comcom? Est-ce que c'est au niveau du département? Est-ce que c'est au niveau des régions? Est-ce qu'il en faut 2 par département? À la limite, je m'en fiche. C'est adapté au terrain. Faites ça avec les copains. C'est mieux de faire ça avec les gens à qui on ne s'entend pas. Mais faites-le. J'ai des souvenirs, moi, de maires dans des petites communes qui n'avaient aucun problème pour payer la moitié du camion poubelle. Et puis, j'ai encore d'autres expériences que je vous ai racontées tout à l'heure, ça marche. Mais mutualiser. Et puis, je pense qu'il y a un acteur dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui vis-à-vis des petites collectivités. On a un petit peu abordé, c'est le réseau Déclic, les OPSN, qui sont entre guillemets les structures sous gouvernance élue d'ailleurs, qui aident les communautés, enfin les collectivités qui n'ont pas de DSI. Il y a encore des collectivités qui sont un petit peu toutes seules. Il y a un travail à faire. Il y a une structure naturellement mutualisante qui a l'habitude de travailler avec les élus et qui mérite d'être encouragée et accompagnée. Merci. C'est le bon. Alors moi, le premier, ça serait sur justement le volet pas technique dans les appels d'offres, faire en sorte que la cybersécurité, ça soit un critère binaire. Il y en a, il n'y en a pas. Et puis, on ne se pose pas la question, parce qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt combien ça coûte. Et du coup, on prend la solution la moins chère, peu importe s'il n'y a pas de cybersécurité. Donc ça, c'est le premier élément. Le second, c'est quand vous avez un RSSI, écoutez-le et donnez-lui les moyens d'être écouté et de travailler. On sent une souffrance là quand même. Non, c'est quelque chose que j'ai redit et re-redit et je pense que c'est nécessaire que ça soit entendu. Et puis, le dernier, c'est acculturation générale de tout le monde. Il faut sensibiliser tous les acteurs des collectivités à ce sujet. Mathieu Isaiah. Je vais revenir sur des choses assez simples, parce que finalement, j'ai l'impression que je ne fais que les marteler, mais une petite action, pas technique aussi, mais une action de fond qui permet de gagner un petit peu de temps pour faire le reste, c'est lancer une campagne de sensibilisation, ou relancer une nouvelle campagne de sensibilisation, s'il y en a déjà une il y a 1 an, 1 an et demi. Une deuxième serait de faire un diagnostic. Quel que soit le diagnostic, que ce soit un petit diagnostic, un gros diagnostic, mais au moins d'avoir une photo de sa situation. Et puis une troisième, quand même la plus technique, d'amélioration de son niveau de cybersécurité en fonction de la maturité et du stade dans lequel est la commune. On peut revenir à des choses très simples qui peuvent être mettre en place une politique de mot de passe renforcée, faire un inventaire de tout son système d'information, faire les mises à jour. On n'a pas beaucoup parlé, voire pas du tout, des mises à jour aujourd'hui. Avoir un système d'information à jour, des différentes versions logicielles. Donc, mes recommandations sont plutôt là, en fait. Merci, j'en ai déjà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle là-bas? Oui. Oui, et là. Oui, bonjour, Hervé Patry, Walix. J'ai une question. Il y a visiblement encore un flou sur le fait que les collectivités intègrent NIS 2. Est-ce que la sensibilisation sous contrainte n'est pas la solution la plus efficace? Un peu de contrainte, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il n'y a plus de micro. NIS 2, sujet qui a été évoqué lors du FIC par le sous-directeur stratégie. Tout ou partie des collectivités intégreront NIS 2. On est en train de discuter actuellement avec les associations d'élus, avec le président de l'AMF a déjà été sollicité à ce sujet, pour savoir exactement où est-ce qu'on tire la barre. D'autant plus que NIS 2, pour rappel, vous avez actuellement le système des OSE qui ont, donc NIS 1, opérateur de services essentiels, qui ont un certain nombre de contraintes réglementaires à faire qui sont finalement assez proches de celles des OIV. Ce sont quand même des contraintes solides. Si vous êtes full OIV et full 27001, c'est à peu près pareil, c'est à la portée seulement des gens qui ont des structures organisées. NIS 2 étant le périmètre, on passe de 11 secteurs d'activité à 17 de mémoire, et en plus, suivant des critères de nombre
de chiffre d'affaires et puis de nombre de personnes, vous êtes ou pas soit entité essentielle, soit entité importante. Entité essentielle, niveau de sécurité à peu près équivalent à celui des OIV. Entité essentielle, de l'hygiène de base, mais un peu plus que hygiène de base. Et très clairement, les grosses collectivités, elles vont se retrouver comme les OIV, mais d'ailleurs, vous avez des collectivités qui gèrent de l'eau, de l'énergie, des déchets, qui naturellement sont des sujets d'importance vitale. Grenoble, sans doute. Et puis, vous avez aussi des structures particulières, comme les centres de gestion, qui travaillent au profit des collectivités qu'on est données. Donc, il va y avoir des choses, et puis on est en train là aussi de travailler, comme ces collectivités, ça sera dans la loi, donc ça nécessitera un processus de concertation qui sera complexe, et bien entendu, il faudra qu'on tienne le plus grand compte des avis des différents représentants d'associations. Alors, contrainte, pas contrainte, il en faut toujours forcément un petit peu, de la même manière que la loi qui va transposer NIS 2 va aussi transposer un dispositif qui s'appelle un dispositif de contrôle, qui va ressembler vaguement à celui de la CNIL. Donc, pour l'instant, l'ANSSI a toujours été très pédagogique, ça a plutôt pas trop mal marché d'ailleurs. Il est clair qu'on va être obligé maintenant, maturité aidant, de rajouter un petit truc. De renforcer la pédagogie. De renforcer la pédagogie, tout à fait. Mais bien entendu, tout ça, ça sera pesé au trébuchet. L'essentiel, c'est... D'ailleurs, il faut regarder ce que fait la CNIL, hein, notamment en direction des collectivités. Elle n'est pas très méchante avec l'État en règle générale, avec les collectivités, la CNIL. Parfois, elle dit un peu publiquement qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et qu'il faut faire, mais globalement, ça fonctionne bien. Alors, le sujet, une collectivité qui n'a plus de système d'information, je ne sais pas comment elle fait. Lorsque je vais voir les assemblées de maires, je leur dis, écoutez, posez-vous une première question avant de sortir de la salle, pouvez-vous fonctionner papier-crayon pendant une semaine? Si oui, vous pouvez sortir, je vais vous ennuyer. Sinon, écoutez-moi. Mais c'est en lien direct avec adapter votre sécurité. Hein. Cette contrainte-là, maintenant, ça commence à se voir de plus en plus. On évoquait les chiffres. Il y a Lille, mais il n'y a pas que Lille. Il y a aussi des petites collectivités qui souffrent et qui ont souffert durement. Il suffit que vous ayez une commune de 5000 habitants qui se fait poutrer, pour prendre l'expression de monsieur, et très clairement, ça a eu des conséquences. Pour que dans le département, toutes les autres soient attentives, parce que ces gens-là se voient. Donc, vu le niveau, ça fait maintenant que depuis que je suis chez Stat, c'est en gros 20% des faits remontés à l'ANSSI concernent les collectivités. Alors, ce n'est pas tous des rangeosiers graves. Hein. Du côté des chiffres de cybermalveillance, ils sont à 35 000 par an, mais ça ne concerne pas que des collectivités, il y a aussi des PME. Enfin, c'est un flux. Oui, mais ça vaut aussi pour une grande région, c'est pas simple non plus. Moi, j'ai le cas de la Normandie, donc qu'on développe dans notre prochain numéro. Ils se retrouvent d'un seul coup privés de tout système informatique, de tout système de téléphone, de tout système Wi-Fi sur l'ensemble des 2 sites régionaux de l'ancienne basse Normandie et Haute-Normandie. Ça s'est plutôt bien géré en Normandie. Hein. Là, ça a été bien géré. Ça n'a pas duré longtemps. Quand je pense à ce qui se passe à Lille, c'est autre chose. Mais alors. Et puis, tout ça pour dire, contrainte, pas contrainte, il en faut. Après, tout ça, c'est une question de dosage. Mais très clairement, NIS 2, est-ce qu'il y aura des collectivités dedans? Oui. Où est le curseur? C'est des sujets de débat politique. Il y avait encore une autre question. Là. Oui, bonjour. C'est toujours pas une question, mais à propos de NIS 2, je suis désolée, mais est-ce que vous avez vu le quotidien des maires en ce moment? Est-ce que vous avez vu qu'il y en a un qui s'est fait brûler sa maison parce que par un voisin qui n'était pas d'accord avec lui? Est-ce que vous savez que c'est des permis de construire où tout le monde hurle parce que le maire est le dernier rempart de la République en ce moment et que ça tape de tous les côtés? Est-ce que vous croyez vraiment que sa priorité, c'est d'aller plonger dans NIS 2? Voir si... pardon, mais... Il est débordé, au maire. Alors, je n'ai pas réagi sur la quête contrainte, pas contrainte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas contrainte pour un maire?
Voilà. Donc, non, mais c'était pour répondre à. Donc, effectivement, le quotidien d'un maire aujourd'hui, si on lui dit, maintenant, on t'impose. Donc, la contrainte acceptable sera la contrainte acceptée. Et aujourd'hui, le seuil d'acceptation est quand même globalement bas au vu de la conjoncture actuelle. Enfin, voilà. Moi, alors j'ai répondu tardivement. C'est pour ça qu'il n'y a pas ma photo sur le PowerPoint, parce que effectivement, depuis 3 semaines, mais c'est un combat de l'AMF, les élus aujourd'hui, c'est pas la cybersécurité, c'est leur sécurité, et leur sécurité personnelle et celle de leur famille. Voilà, parce qu'ils sont menacés, parce que chaque décision aujourd'hui sur une contrainte pesée sur une commune a une répercussion sur un choix du maire. Donc, il va choisir entre tel poste budgétaire ou tel poste budgétaire, et donc dans la commune, il y en a qui ne seront pas contents. Et là où il y a 30 ans, l'acceptation était collective, c'est-à-dire qu'on avait élu le maire, il y avait un respect démocratique, etc. Aujourd'hui, on envoie une lettre au maire pour le menacer de mort, on embête ses enfants à l'école, et de manière, une contrainte nationale peut peser sur une commune, le maire n'a pas le choix, et au final, c'est lui qui se fait potentiellement cramer sa voiture, casser la figure, etc. Donc, la question de la contrainte sur la cybersécurité, je pense que ça a été complètement résumé par le général. C'est, en gros, il va falloir entrer en négociation avec les associations d'élus et les élus pour leur dire, voilà, bon, on a un problème, comment on va le résoudre collectivement et comment on va trouver localement les solutions pour y parvenir sans avoir le bâton pour vous faire battre, parce qu'à un moment donné, de toute manière, les contraintes sont telles que ce ne sera pas possible sans volontarisme. Donc aujourd'hui, les campagnes de prévention, les campagnes de sensibilisation font que les élus aujourd'hui ils veulent maintenant pouvoir, ils veulent agir, donc il faut les aider. Et donc le panel aujourd'hui réuni, l'ANSSI, l'AMF et l'ensemble des partenaires font en sorte de trouver l'écosystème pour y parvenir. Il y a des endroits où ça marche. Hein. On va prendre une dernière question, parce qu'après on va terminer, et puis mon ordinateur est tombé en panne. Donc, Bonjour Hervé Schoer. Bonjour Hervé Schoer, HS2. Alors moi je fais de la formation continue. J'ai pas entendu de réponse à la question. Donc je souhaite rappeler que les communes, comme toutes les collectivités territoriales, ont accès gratuitement aux formations du CFSSI, ici au 12e étage. Alors c'est vrai qu'il y a une époque, il y avait un peu d'attente, mais maintenant qu'il y a 4 belles salles en haut au 12e, il y a de moins en moins d'attentes. Alors même si les petites collectivités territoriales ne sont pas prioritaires, elles peuvent quand même profiter de formations de grande qualité, pointues, qui permettent même de convertir la cybersécurité du personnel existant en poste. Donc je les invite à en profiter. Merci beaucoup. On prend encore ces deux-là, puis on arrête, parce que là, je vais me faire virer du cybercampus de la Défense. Bonjour, donc Serge Mizik, je suis RSSI depuis pas longtemps pour Paris-Ouest La Défense. Donc je suis un exemple, si je puis dire, de ce que pourrait être la mutualisation, puisque je suis responsable de 11 communes. Alors 11 communes, c'est pas beaucoup par rapport aux 95 de Lille. N'empêche qu'on a 500 000 habitants, Lille c'est 1 million, donc il n'y a pas à pâlir non plus. C'est plus un témoignage par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec évidemment tous les sujets que vous avez abordés. Je vais répondre à madame et à messieurs sur Nice 2. Je pense qu'effectivement, les maires aujourd'hui, les collectivités sont loin de se poser la question sur Nice 2. On se la pose déjà pas forcément, c'est ce que j'ai vu sur le RGS, alors que c'est une homologation obligatoire. À ce titre-là, je suis assez ravi d'avoir récemment rencontré le référent de l'Île-de-France, M. Crépin, de l'ANSSI, parce qu'il faut faire plus de publicité sur les outils qui sont mis à disposition par l'ANSSI, qui sont gratuits. Il y en a 3, je pense. Donc, maîtriser sa surface d'exposition via un outil qui s'appelle le Silène. Certes, c'est peut-être fait tous les 3 mois, c'est pas en mode dynamique, on n'est pas dans une entreprise privée à faire du bug bounty, et là j'emploie déjà des termes trop techniques, peut-être, mais en tout cas, à maîtriser quotidiennement sa surface d'attaque n'empêche que 3 mois, c'est mieux que rien. Vous avez ce qu'on appelle les joyaux de la couronne, votre annuaire, votre Active Directory, ils ont un service qui s'appelle ADS, au Radad. C'est pareil, vous leur envoyez la configuration et de l'analyse. Et puis encore une fois, ils ont mis un service en place pour l'homologation RGS, parce que tout n'est pas homologué, alors que c'est obligatoire, qui s'appelle mon service sécurisé, qui permet un petit peu
de faire ce qu'on retrouve dans le privé, c'est-à-dire de commencer à mettre de l'intégration de la sécurité dans les projets en mode bloc, donc du début jusqu'à la fin, pour avoir à la fin une homologation RGS. Soit on y va jusqu'à l'homologation RGS et on fait signer le maire, parce que c'est lui qui est en responsabilité directe là-dessus, soit on ne le fait pas, et aujourd'hui on a peut-être un peu la chance de ne pas trop se faire taper sur les doigts quand il n'y a pas d'homologation alors que c'est obligatoire. Cependant, ça permet d'y aller, et c'est mieux que rien. Je rebondis également sur ce qui a été dit, donc la gouvernance, bah oui, si c'est possible, nommer au moins un super champion ou quelqu'un qui connaît, qui saura aider. Et puis j'ai découvert, puisque je viens du privé, ce qui a été dit, le plan communal de sauvegarde, le PCS. J'ai été suffisamment surpris, et donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, de voir qu'un certain nombre d'élus, à l'initiative des maires, demandent à ce que le risque d'origine cyber soit intégré dans leur PCS. Et ça, c'est nouveau. Et je trouve que c'est une bonne démarche. Évidemment, c'est une bonne hygiène et c'est bien. Et quand on parle d'intégration du risque d'origine cyber dans le PCS, évidemment, on va commencer petit. On va commencer par définir ce que c'est qu'un incident. On va basculer sur la crise. Si l'incident se transforme en crise, ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Ça commence pas forcément par un incident, ça peut arriver tout de suite comme une crise foudroyante, hein. En tout cas, on va travailler sur des sujets comme plan de continuité, plan d'activité, et là, sur des choses qui sont déjà en place, comme les risques naturels, les risques terroristes, c'est déjà des habitudes ancrées, puisque la sécurité des personnes, leur sécurité physique, elle est présente. Donc, il n'y a pas un très gros effort, je vais dire, à basculer sur l'intégration de ce risque dans le PCS. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, hormis en plus, je vais dire, de la formation, de la sensibilisation, des exercices, de la protection par des outils techniques ou par de la sensibilisation, parce que c'est de la protection, de la détection, savoir détecter, avoir des centres d'incidents, des SOC, ce qu'on appelle, des équipes CESIRT, hein, qui peuvent arriver en mode pompier, tel que l'ANSSI le fait, ou d'autres entreprises. Eh bien, savoir réagir, savoir s'entraîner à réagir, c'est hyper important, parce que ça évite peut-être de revenir en mode crayon, papier trop longtemps. Merci beaucoup. Il y avait une toute dernière question, mais alors très courte, si c'est possible, parce que là, on est en train de déborder. Très bien. Merci. Donc, Yves Dufayet, Société P4S. En fait, on a entendu beaucoup parler de sensibilisation, d'acculturation, etc. Mais à un moment donné, il faut parler remède. Et nous, on est côté industriel, côté solutions techniques. Comment on peut apporter, nous, notre pierre à l'édifice pour apporter des solutions pragmatiques, simples, hein, de mise en œuvre pour un tas de types d'institutions, de collectivités plus ou moins grosses, pour solutionner rapidement les problématiques rencontrées par les collectivités sans pour autant avoir des budgets phénoménaux. Enfin voilà, on peut imaginer des solutions d'ingénieurs, mais pas forcément bien adaptées aux problématiques. Et donc, il faut vous contacter. Voilà, ouais, ça c'est une bonne idée. Non, mais comment on peut se rapprocher, enfin comment on peut mettre en place des solutions et discuter avec toutes ces institutions pour pouvoir apporter des solutions les plus pragmatiques possibles. C'est ça l'idée. C'est bien noté, merci beaucoup. J'ai deux dernières questions pour les organisateurs. Les gens qui demandent s'il y a une captation de l'ensemble de la manifestation qui sera disponible. Il y a aussi des gens qui demandent s'il y a une captation de toutes les remarques qui ont été faites dans la partie chat, parce qu'il y a énormément d'échanges. Bon, donc s'ils l'ont entendu, la réponse est oui. Merci beaucoup aux 4 intervenants, c'était passionnant, et merci à toute l'assistance pour votre assiduité et vos questions. Merci, bonne journée.